présenter, donc David De Broecker, je suis cadre de recherche au laboratoire environnement ressources de l'Ifremer à Boulogne, et ma spécialisation c'est l'étude du phytoplancton marin et son interaction avec les nutriments et les phénomènes d'eutrophisation. Donc ma présentation va s'articuler autour de trois grands principes. Donc je vais vous reparler globalement du phytoplancton, parce que je pense qu'on n'a pas tous la même connaissance sur ce sujet. Après, comment on étudie le phytoplancton dans le milieu marin, et je vais vous présenter quelques résultats au niveau du front des Hauts-de-France, et plus spécifiquement de la baie de Somme. Alors le phytoplancton marin, de quoi parle-t-on? Alors déjà, c'est la partie autotrophe du plancton. Alors le plancton, c'est quoi? Le plancton, c'est tous les organismes vivants qui ne peuvent pas lutter contre les courants marins. Et donc, parmi ce plancton, il y a le plancton végétal, donc capable de faire de la photosynthèse, un peu comme les plantes sur Terre, de produire leur propre matière organique à partir de lumière et d'éléments nutritifs. Et donc tout ça, ça correspond au phytoplancton. J'ai mis quelques photos en bas, dont certaines proviennent du laboratoire où je travaille. Donc le phytoplancton, c'est une très très grande diversité à l'échelle mondiale. On parle de plus de 160 000 espèces, avec certainement une grosse quantité d'espèces qui n'ont pas encore été découvertes, et finalement un nombre infini de cellules, parce que oui c'est un nombre unicellulaire, un nombre infini de cellules dans les océans. Donc en somme, c'est un peu un monde invisible à l'œil nu, parce que là on est à une échelle de quelques micromètres, donc effectivement c'est invisible à l'œil nu, mais d'une importance capitale pour les écosystèmes et pour l'homme, on va le voir. Donc le phytoplancton, donc tous ses côtés bénéfiques, j'ai appelé ça un côté clair, c'est que via la photosynthèse, j'ai un peu synthétisé le principe de la photosynthèse ici, réception d'une source lumineuse, ingestion de gaz carbonique, utilisation de sels nutritifs, et au final ça produit de l'oxygène. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce petit phytoplancton qui produit de l'oxygène est à l'origine de 50% de l'oxygène que nous respirons sur Terre. Donc en somme, pas de phytoplancton, pas de vie sur Terre. Un deuxième effet assez important et positif de ce phytoplancton, surtout actuellement avec ce qui se passe avec le réchauffement climatique, c'est qu'il a la capacité de séquestrer le carbone atmosphérique, toujours via cette photosynthèse. Donc il va incorporer le carbone, le zooplancton va se nourrir du phytoplancton, et en allant dans les chaînes trophiques, finalement, ce carbone va sédimenter dans le fond des océans, et donc va être séquestré pour une durée assez longue. Et donc finalement, avec cette capacité de produire sa propre matière organique à partir d'éléments assez simples, le phytoplancton va être vraiment à la base de la chaîne alimentaire marine, c'est-à-dire qu'il va servir de nourriture aux zooplanctons, qui lui-même va servir de nourriture aux petits prédateurs, donc les petits poissons, eux-mêmes aux plus grands prédateurs, et ainsi de suite. Et c'est là finalement que l'homme va intervenir avec la pêche. Donc en fait, les zones très riches en poissons, comme on peut l'avoir en Manche, sont des zones généralement qui sont très riches en phytoplancton. Et j'ai rajouté aussi que ça pouvait apporter d'autres services avec des applications notamment en pharmaceutique, en cosmétique, en agroalimentaire. Alors malheureusement, ok, le phytoplancton c'est génial, sans ça il y a plein de choses qui pourraient ne pas exister sur Terre. Malheureusement il y a aussi des côtés obscurs, c'est que certaines espèces sont appelées nuisibles, et ces espèces nuisibles peuvent largement proliférer quand on leur apporte beaucoup trop de nutriments dans l'eau. Donc on appelle ça des phénomènes d'eutrophisation. Donc les phénomènes d'eutrophisation, peut-être que vous en avez déjà vu, et déjà entendu parler, ça c'est sûr et certain. Par exemple, en bas, ce sont des phénomènes, alors là on n'est plus dans le phytoplancton, je mets une petite parenthèse, ce sont des macroalgues, ce sont toujours des algues, mais des macroalgues pluricellulaires. On a les échouages d'algues vertes en Bretagne, par exemple, ça c'est le fruit de phénomènes d'eutrophisation très forts dans les baies. Mais plus proche de chez nous, on a plutôt des phénomènes d'eau colorée. C'est-à-dire que c'est le phytoplancton qui va se multiplier très rapidement dans l'eau de mer et qui va donner une apparence colorée à l'eau. Alors souvent, nous, c'est dans les teintes vertes, mais ça peut être également du phytoplancton avec des pigments rouges. On peut voir donc des petites taches rouges à la surface de la mer. Alors, un deuxième effet très délétère, c'est que cette eutrophisation va produire énormément de matière organique, et cette matière organique, une fois que le phytoplancton va mourir et sédimenter, va être dégradé par les bactéries. Ces bactéries donc, qui vont utiliser beaucoup d'oxygène et qui vont donner de temps en temps des zones mortes. Enfin, pas toujours des zones mortes, d'abord des zones en hypoxie et quelquefois des zones mortes. On n'a pas souvent ces cas-là au niveau de notre façade. Alors,
au niveau des côtes françaises, on a plutôt ça en baie de Vilaine. Et au niveau mondial, par exemple, une zone morte très connue, c'est le golfe du Mexique, où là, on a des zones mortes qui s'étendent sur des centaines de kilomètres à cause des apports en nutriments du Mississippi qui vont alimenter le phytoplancton et qui, une fois qu'il va mourir, va sédimenter et justement alimenter ces boucles microbiennes. Alors, un autre effet un peu négatif, c'est que certaines de ces espèces phytoplanctoniques peuvent, pas toujours, mais peuvent potentiellement produire des toxines. Et ces toxines, elles peuvent être amnésiantes, diarrhéiques ou paralysantes, et malheureusement se retrouver dans les animaux filtreurs que nous on va manger après, tels que les moules et les huîtres. C'est pour ça qu'à l'échelle nationale, l'IFREMER met en place des réseaux de surveillance finalement de ce phytoplancton toxique pour alerter dès qu'on a des efflorescences d'algues toxiques et donc alerter sur la consommation de ces coquillages. Alors maintenant, si on se rapproche un peu plus de nos côtes, quand on veut étudier le phytoplancton et voir quelle est sa dynamique, il faut prendre en compte des structures importantes. Donc le fleuve côtier marin, alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, mais qu'est-ce que c'est que ce fleuve côtier marin? C'est une structure donc, qui est plaquée à la côte, qui prend un peu sa source au niveau de la Seine et qui est créée par les courants qui viennent plaquer cette structure entre 5 et 10 km des côtes. Alors c'est assez important parce que les caractéristiques physico-chimiques de cette masse d'eau sont assez différentes de ce qui se passe un peu plus au large, où on va avoir donc des zones un peu moins salées avec les apports des cours d'eau, des zones un peu plus riches en nutriments, donc qui vont alimenter d'autant plus le phytoplancton, et également des zones qui vont peut-être retenir un peu plus les contaminants charriés par ces cours d'eau également. Donc on voit que c'est une structure très importante pour nous scientifiques à étudier quand on s'intéresse à la dynamique du plancton. Alors, je ne vous apprends rien, dans les Hauts-de-France, c'est une zone qui est également soumise à une très forte activité humaine. On a énormément d'agriculture, on a aussi un peu de l'aquaculture qui se développe, et des éoliens offshore, notamment au niveau du Tréport, mais peut-être bientôt au niveau de Dunkerque. Également un trafic maritime important. Et tout ça, pas toutes ces pressions, mais certaines de ces pressions vont avoir un effet important sur le phytoplancton, comme par exemple, on se doute bien, l'agriculture et l'aquaculture, en rejetant beaucoup de nutriments, ça va alimenter le phytoplancton et produire des efflorescences importantes. Alors, spécifiquement, sur notre façade, on a une espèce particulière qui s'appelle Phaeocystis lobosa et qui a tendance à faire des efflorescences assez exceptionnelles au printemps. Alors c'est une espèce qui n'est pas présente partout sur le littoral français, qui est surtout présente, on va dire, au sud de la mer du Nord jusqu'à la baie, un peu au sud de la baie de Somme, et qui va avoir tendance à former des blooms de plus de 1 million de cellules par litre. C'est assez énorme. Bon, c'est une petite espèce de quelques microns. Quand on compare par exemple aux diatomées, qui sont donc des espèces siliceuses avec des cellules un peu plus importantes, là on est sur des cellules un peu petites, mais qui peuvent produire des efflorescences de plus d'1 million de cellules par litre. Et tout ça pendant plusieurs mois. Ça va notamment donner un phénomène que vous avez peut-être déjà observé, c'est le phénomène de ver de mai, la mousse très abondante et assez compacte et odorante sur notre littoral. Ça, c'est lié aux efflorescences de Phaeocystis. Alors, comment ça fonctionne? C'est que Phaeocystis, qu'on voit en haut à droite, va former au cours de son cycle des colonies, donc des colonies en forme de sphère, tenues par en fait, une substance polysaccharide assez visqueuse, qui en fait, en fin de vie, va faire, s'il y a beaucoup de vent, va faire un peu comme les œufs battus. Donc vous rajoutez de l'air dans cette substance un peu visqueuse, ça va former énormément de mousse sur le littoral. Donc c'est un peu ça qui provoque ces mousses. Alors on se doute que plus d'1 million de cellules par litre, augmentation de la viscosité de l'eau, c'est ce genre d'espèce qui va un peu perturber tout l'écosystème marin pendant sa période d'efflorescence qui correspond début mai, mi-mai, quelquefois fin mai. Alors, c'est forcément pas la seule espèce qu'on a sur notre littoral, on a énormément de diatomées, donc c'est phytoplancton à base de silice, dont certaines espèces comme Pseudonychia qui sont potentiellement toxiques. Alors je vous rassure tout de suite, il n'y a jamais eu de cas de toxicité sur notre littoral dans les mollusques. Par contre, cette même espèce, un peu plus au sud de la France, comme dans le bassin d'Arcachon, va provoquer des périodes de toxicité intenses. Et on a déjà entendu parler aux informations de fermeture de parcs ostréicoles. En partie, ça peut être à cause de ce genre d'espèces. Et donc, sur notre littoral, le problème, c'est que si elle n'est pas toxique,
elle va former des structures très spécifiques avec Phéocistis pendant sa période coloniale. C'est qu'en fait, les pics vont venir s'incruster dans ces boules et ça va former comme des mini-oursins. Et une fois que les poissons vont ingérer, les petits poissons vont ingérer ce genre de structure, bah, ça va pouvoir blesser les branchies ou ce genre de choses. Donc on voit que c'est très important, la formation de ces blooms est très important à étudier pour le fonctionnement de l'écosystème marin. Alors j'ai mis également effet sur l'environnement, mais effet aussi sur les structures humaines. Il faut savoir que par exemple, alors ça nous touche un peu moins ici forcément au niveau de la baie de Somme, mais que des blooms, les efflorescences de Phéocistis peuvent de temps en temps colmater les bouches d'entrée de la station de Gravelines, de la station nucléaire de Gravelines, et réduire d'autant plus leur capacité de refroidissement et donc réduire leur production électrique. C'est pour ça que souvent on est mandaté pour savoir si on serait capable de prévoir à l'avance l'intensité et la période des efflorescences de bloom de ces algues-là. Alors comment on étudie le phytoplancton? Alors il y a plein de façons différentes de l'étudier. Alors la façon la plus directe, la façon qu'on utilise au quotidien, c'est l'observation directe dans le milieu. Donc tout simplement, on va faire des prélèvements dans le milieu marin avec le bateau. Et c'est pour ça qu'Ifremer a créé un réseau spécifique au niveau des Hauts-de-France qui s'appelle le SRN, le suivi régional des nutriments, qui s'intéresse donc aux nutriments et également au phytoplancton. On a d'autres systèmes d'observation, comme l'observation de satellites. Donc il faut savoir que certains satellites sont équipés de capteurs qui sont capables de mesurer la réflectance de certaines longueurs d'onde, dont une partie de ces longueurs d'onde va être absorbée par le phytoplancton en surface de la mer. Et donc, avec certains algorithmes, on va être capable d'identifier la productivité du phytoplancton à l'échelle quasiment mondiale. Donc là, ici, j'ai mis un peu une image, donc en rouge, là où il y a beaucoup de phytoplancton, en bleu, là où il y en a moins, une image un peu instantanée d'un bloom de phytoplancton en période printanière, où on voit qu'effectivement, au niveau de la mer du Nord et sur nos côtes, ce sont des zones extrêmement productives, comme je vous ai dit tout à l'heure. On a également des dispositifs un peu technologiques qui nous servent à faire de l'observation à haute fréquence, qui sont déployés au niveau de notre littoral. Avec par exemple ici, au niveau de Boulogne, on a une bouée marelle qui nous mesure toutes les 20 minutes les propriétés physico-chimiques de l'eau. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet finalement d'observer des phénomènes qu'on ne pourrait pas observer avec le système d'observation directe. Il faut savoir qu'une observation directe, les sorties en mer, ça prend beaucoup de temps, c'est aussi assez onéreux, donc en gros, on fait appel à ce genre de système 2 fois par mois à peu près. On a des campagnes de sortie en mer 2 fois par mois, donc c'est déjà beaucoup, mais c'est pas assez pour observer certains phénomènes. Et ces phénomènes plus fréquents, il faut savoir forcément que notre littoral, avec les marées, avec les courants, ça évolue sans arrêt. C'est un milieu marin qui est en constante évolution. Quelquefois, une fréquence bimensuelle, c'est pas suffisant. Donc on fait appel à des systèmes automatisés. Et on va peut-être prochainement essayer de déployer une bouée automatisée au large de la baie de Somme, pour voir un peu comment évoluent très précisément les conditions physico-chimiques et phytoplanctoniques au large de la baie de Somme. Donc je vais revenir un peu sur nos systèmes d'observation directe. Donc pour parler un tout petit peu du SRN, il faut savoir que l'Ifremer a déployé 3 radiales le long de notre littoral, une à Dunkerque, une à Boulogne et celle qui nous intéresse ici en baie de Somme, avec des points à l'intérieur de la baie, des points en face et des points un peu plus au large. Donc ce réseau a été créé en 1992, donc on commence à avoir des séries temporelles qui remontent à maintenant 30 ans, donc c'est déjà de belles séries temporelles. Et donc c'est un suivi qui est assez unique en France, à savoir que c'est un peu un duplicata d'un autre réseau qui s'appelle le réseau REFI, qui est uniquement sur la bande côtière, qui est national, mais qui ne va pas vers le large. Donc ça, c'est une spécificité des Hauts-de-France, d'avoir un peu ce réseau qui est capable de rentrer dans les baies, mais également d'aller voir un peu ce qui se passe au large. Et donc, avec ce réseau, on est capable également de mesurer la chlorophylle, la flore totale, en fait, c'est le phytoplancton, les nutriments, la température, la salinité, la turbidité et l'oxygène. Donc, ça, c'est les dispositifs qu'on utilise pour mesurer dans le milieu marin les différents paramètres physico-chimiques.
Donc tout à droite, on a une bouteille Niskin. Alors la bouteille Niskin, on l'équipe sur un filin, on la fait descendre à une profondeur désirée, on envoie un messager et elle se referme pour finalement échantillonner un volume d'eau de 5 à 10 litres en fonction du volume de la bouteille Niskin qu'on utilise. Et une fois qu'on revient au laboratoire, cette eau nous sert à analyser le phytoplancton, la MES, la matière organique et tout ce genre de paramètres. À côté, on a une sonde CTD, donc c'est une sonde qui va mesurer en continu les différents paramètres physico-chimiques, donc température, oxygène, pH, ainsi de suite, et chlorophylle, fluorescence, qui est un proxy de la chlorophylle, sur la colonne d'eau, en fonction de la profondeur et du trait que l'on veut faire. Et à droite, c'est une représentation assez globale du matériel qu'on utilise au laboratoire pour mesurer ce qu'on récupère avec la bouteille Niskin. Donc, microscope pour tout ce qui est phytoplancton et analyseur spectrométrique pour tout ce qui est chlorophylle et turbidité. Ça, c'est une petite synthèse des résultats qu'on obtient avec le réseau donc, REFI et SRN. Donc, je vous ai mis juste ça pour illustrer un peu certaines espèces dont je vous ai parlé, comme Phéocystis, on se rend compte tout à droite que c'est vraiment endémique au nord de la France. Alors, il y a des petites observations sur le littoral, mais on s'aperçoit que finalement, c'est pas très fréquent et c'est pas forcément aussi abondant que chez nous. Pseudonectia, l'espèce qui est potentiellement toxique, elle par contre, est présente sur tout le littoral français. Donc, je vous ai parlé du bassin d'Arcachon, là où elle peut former quelquefois des blooms toxiques assez importants. Et j'ai mis une autre espèce, Squeletonema, qui elle est une espèce de diatomée tout à fait normale, qui ne produit pas de toxines et qui est très bénéfique donc, pour l'environnement marin, mais qui, encore une fois, est très, très abondant sur notre littoral et aussi sur le littoral de la France. Alors, si ça vous intéresse, sur le site de l'Ifremer, donc sur le site qui s'appelle Envlit, vous avez toute cette cartographie qui est disponible et interactive, où vous pouvez sélectionner les différentes espèces de phytoplancton et voir un peu leur répartition sur le littoral français et plus spécifiquement sur les côtes des Hauts-de-France. Alors, au niveau de la baie de Somme en elle-même, donc là j'ai représenté un peu la dynamique saisonnière moyenne du phytoplancton et voir un peu comment ça a évolué. À savoir que, au niveau des Hauts-de-France, on a quand même répertorié depuis le début du suivi SRN plus de 290 espèces de phytoplancton. Alors il faut savoir que si chez nous, c'est des eaux qui sont assez riches, ce ne sont pas celles qui sont les plus diversifiées. On va avoir les abondances énormes, mais par exemple si vous allez en Méditerranée, vous allez avoir potentiellement plus d'espèces différentes, mais beaucoup moins abondantes. Il faut savoir que chez nous, on a plutôt des zones eutrophes, alors que si je compare avec la Méditerranée, qui est oligotrophe, c'est une mer qui est assez pauvre. Chez nous, on a une mer très productive, donc qui donne énormément d'abondance, mais pas forcément énormément de diversité, puisqu'on va avoir des espèces qui sont très adaptées et qui vont être capables d'atteindre des concentrations très importantes. Donc si on voit l'évolution moyenne au cours de l'année, donc là les différentes couleurs, j'ai représenté les grands groupes phytoplanctoniques, donc l'espèce Phéocystis, je vous ai parlé tout à l'heure, en vert, les diatomées en marron, les cryptophycées qui sont des toutes petites cellules phytoplanctoniques mais qui sont assez abondantes en rouge, et les dinophycées en bleu. Alors les dinophycées, j'en ai pas parlé, mais c'est une autre espèce qui est capable potentiellement de produire des toxines, qui est assez rare sur nos côtes et qui jusqu'ici n'a jamais produit non plus de toxines. Donc on a plutôt de la chance dans les Hauts-de-France d'avoir ces espèces-là présentes, mais qui finalement, en fonction des conditions marines, ne produisent pas de toxines jusqu'à maintenant. Et donc ce qu'on peut voir, c'est qu'effectivement, à la fin de l'hiver et pendant la période printanière, on a cette espèce Phéocystis qui peut représenter plus de 90% du phytoplancton marin et qui présente une succession entre les diatomées et également de temps en temps les cryptophycées au début de l'été qui peuvent être assez abondantes. Alors, je vous aurais également représenté une dynamique pluriannuelle du phytoplancton. Le problème, c'est qu'il n'y aurait rien eu vraiment de très intéressant à présenter, parce qu'il y a tellement de variabilité interannuelle qu'on n'arrive pas pour l'instant, au niveau côtier du moins, à représenter une tendance. Donc, il n'y a pas vraiment de tendance à long terme au niveau du phytoplancton. Par contre, on peut voir d'une année à l'autre, quelquefois, une variation dans l'arrivée de ces blooms. C'est-à-dire que là, c'est une moyenne, mais quelquefois, Phéocystis peut arriver un peu plus tôt, quelquefois un peu plus tard, avoir des abondances un peu plus élevées, un peu moins élevées, en fonction, par exemple, si tel ou tel nutriment est plus ou moins abondant dans le milieu. Une année où en début d'année, on va avoir beaucoup de silice, ça va avantager les diatomées, qui sont formées d'une coque en silice, et donc elles vont former une efflorescence très importante en début d'année, qui va retarder, par exemple, les blooms de Phéocystis.
Donc tout ça, finalement, c'est ce que l'on étudie pour essayer d'être capable de prévoir un peu à l'avance quelles vont être les caractéristiques des efflorescences phytoplanctoniques sur notre littoral. Donc pour terminer, dans un avenir proche, c'est vrai que finalement les technologies qu'on a à disposition, je vous en ai présenté qu'un tout petit panel, mais les technologies évoluent sans cesse pour aller de plus en plus vers plus de précision, vers une amélioration des fréquences. Alors nous, notre but, ce serait au laboratoire environnement ressources à Boulogne, c'est de déployer finalement des nouveaux systèmes d'analyse pour nous aider à mieux évaluer les évolutions du phytoplancton dans un monde en transformation constante. Je vous ai parlé un tout petit peu du changement climatique, mais également l'une de nos spécialités, c'est l'eutrophisation. Et également, notre littoral, il est souvent soumis à de nouveaux gros aménagements, comme les parcs éoliens ou les grosses fermes aquacoles, qui vont bientôt être déployées à Boulogne. Alors pour ça, on a tout un système basé sur l'imagerie, à savoir que déterminer du phytoplancton, ça demande des taxonomistes extrêmement expérimentés, et que même parmi les plus expérimentés, il faut au moins 4 heures pour traiter un échantillon. Donc maintenant, on va de plus en plus vers des systèmes d'imagerie qui consistent à utiliser un dispositif qui va prendre des petites photos des particules qui passent devant le microscope, et grâce à un ordinateur alimenté par de l'intelligence artificielle, on va être capable donc d'identifier ces particules et dire tiens, ça c'est telle espèce de phytoplancton, ça c'est telle espèce de phytoplancton. Bon, on améliore de plus en plus ces systèmes, mais pour l'instant, même si c'est plus rapide qu'un taxonomiste, ça reste moins précis. On aura toujours besoin de l'intervention de l'être humain en science pour ce genre de choses. C'est comme tout à l'heure, je vous ai parlé des images satellites. On a toujours besoin d'un être humain qui met en gros les mains dans le cambouis et qui détermine le phytoplancton dans les échantillons pour pouvoir valider ce que l'imagerie satellite nous donne. Alors on a également des améliorations technologiques, on a des outils de plus en plus précis, avec une autonomie de plus en plus poussée, qui peuvent mesurer avec une fréquence de plus en plus élevée. Et enfin, alors peut-être que vous avez déjà entendu parler, on fait de plus en plus recours maintenant à la science participative. C'est-à-dire qu'on a un programme qui s'appelle Phénomère à l'Ifremer, qui est basé sur une application de smartphone et qu'une fois téléchargée, quelqu'un qui passe sur le littoral et qui découvre une efflorescence assez marquée, une couleur de l'eau inhabituelle, peut prendre une photo, l'envoyer à Phénomère et dire voilà, j'ai observé tel phénomène au niveau du littoral, ça s'est passé à tel moment. Voilà. Donc nous après ça nous permet de faire une base de données, de se dire tiens, peut-être que là il y a une efflorescence qu'on n'a pas été capable de voir avec notre réseau SRN et qui était tellement littoral que l'imagerie satellite n'a pas été non plus capable de détecter. Et il me semble que récemment, Phénomère 2.0, on peut également récupérer un échantillon et l'envoyer à un laboratoire pour qu'il puisse analyser vraiment ce qui est passé dans l'eau, ce qui était présent dans l'eau. Parce que forcément, quand on observe juste l'efflorescence, on est incapable de dire, soit pour Phéocistis, on est incapable de dire quelle espèce a participé à cette efflorescence. Donc voilà un peu tous les dispositifs à notre disposition et comment on étudie le phytoplancton à l'Ifremer. Alors je voulais aussi parler, là je ne l'ai pas mis sur les présentations, que tous les ans on publie 2 rapports qui s'appellent le bulletin de la surveillance et le deuxième le rapport SRN qui fait un peu l'état de l'art de nos réseaux de surveillance au niveau des Hauts-de-France. Alors pour le SRN, forcément ça se concentre que sur le réseau SRN avec phytoplancton et tous les paramètres physico-chimiques. Mais le bulletin de la surveillance peut aussi être intéressant parce qu'il aborde les thématiques chimie et également microbiologie dans les mollusques. Donc on peut voir un peu l'évolution, soit annuelle, soit interannuelle, de la contamination microbiologique. Donc je vous remercie de votre attention.